Salut, c'est Proust. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Marvel JCE TV. Enfin, j'espère. J'en ai pas encore parlé à Shep, mais il en sera peut-être question. Autour d'un concept dont j'ai déjà parlé sur le Discord et que j'aimerais bien organiser, qui consiste à présenter des archétypes de deck building et de faire un atelier de mise en pratique derrière où chacun viendra montrer un exemple de l'archétype avec un héros qu'il aura choisi et avec des cartes qu'il aura choisies. Donc l'idée, c'est évidemment qu'un maximum de personnes puissent participer, et c'est le sens de cette vidéo d'introduction qui a surtout pour objectif de donner à chacun les rudiments, enfin ce sont mes rudiments, attention, hein, il faut prendre ça avec légèreté bien sûr, les rudiments du deck building et les choses qui me paraissent essentielles pour construire correctement un deck à Marvel Champion. Alors, si certains d'entre vous ne se sont jamais approchés du deck building, parce que les préconstruits leur suffisent, j'ai, à mon sens, pas mal d'arguments qui viennent vous dire qu'il est temps de passer au deck building. Il est temps de passer au deck building pour trois raisons essentielles. La première, c'est le mode expert. Alors oui, c'est sans doute possible de battre le mode expert avec des préconstruits. Néanmoins, ça me semble quand même relativement compliqué, et ça l'est d'autant plus aujourd'hui où les nouveaux préconstruits sont vraiment de qualité assez déplorable et médiocre. Donc si vous voulez passer au mode expert, ça me semble indispensable, en tout cas de faire ça de manière pérenne et de manière assez stable, ça me semble indispensable de passer au deck building. Le mode expert, c'est pas uniquement un passage une montée de difficulté dans Marvel Champion, non, c'est aussi un nouveau jeu qui s'ouvre. Alors moi je parle pas d'Heroic 1, Heroic 2, Heroic 3, je sais pas jusqu'à combien ça monte, qui n'ont pour moi aucun intérêt puisque ça n'apporte rien de nouveau au jeu. Les seules choses qui rajoutent, c'est vous prenez une carte en compte supplémentaire, puis une autre carte en compte, puis une autre carte en compte. Finalement, c'est une difficulté, une augmentation de difficulté certaine, mais complètement artificielle. En revanche, le mode expert, lui, il repose sur une stratégie conçue par FFG et avec des scénarios qui évoluent en fonction de chaque vilain. Et j'ai pris un exemple que tout le monde connaît, l'exemple d'Ultron. Si vous jouez Ultron en standard et si vous jouez Ultron en expert, vous n'avez pas du tout la même aventure. Et évidemment que l'aventure Ultron expert est plus compliquée, mais pas seulement, elle est complètement différente. Les trois vilains Ultron qui apparaissent en mode expert sont complètement différents. Le premier, par exemple, ne fait pas spawn de sbires, enfin, pas de manière systématique en tout cas. Vous pouvez alterner entre la manigance et le drone. Le second Ultron, bah, il fait forcément spawn un sbire et bon, il a du coup une attaque qui est légèrement augmentée à cause de ce petit ajout. Et le dernier Ultron ne fait pas spawn de sbire du tout. Donc vous avez des façons d'entreprendre ce scénario qui est complètement différente en fonction de la difficulté qui est jouée. Et donc vous avez un second souffle qui est donné au jeu. Si vous avez passé votre temps à jouer en standard, passer en expert est une belle façon en tout cas de relancer le jeu et de vous donner un nouvel intérêt. L'autre raison pour laquelle le deck building me semble indispensable aujourd'hui, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est à cause des préconstruits. Les préconstruits au début, moi je pense essentiellement à celui de War Machine, qui n'est pas extraordinaire en soi, hein, mais le préconstruit de War Machine arrivait par exemple avec un archétype qu'on appelle généralement l'archétype Suicide Squad, qui consiste à sacrifier ses alliés et pour faire du contre ou de la manigance. Et bien, War Machine avait au moins le mérite d'arriver comme ça avec un archétype tout fait. C'est-à-dire que dans le paquet de War Machine que vous achetiez chez votre revendeur, il y avait l'essentiel des cartes qui constituaient cet archétype. Et le paquet préconstruit de War Machine fonctionnait, oui, pas de manière extraordinaire, mais il fonctionnait, et avait un intérêt, et vous donnait un gameplay qui était nouveau avec l'arrivée de War Machine. Il y a aussi Miles Morales, un peu plus récent, enfin ça fait quand même déjà 2 ans, Miles Morales qui arrivait lui cette fois avec un archétype extrêmement solide, qui est l'archétype Shield, et lui pareil, l'intégralité des cartes de l'archétype Shield aujourd'hui, quasiment l'intégralité, sont contenues dans le préconstruit de Miles Morales. Alors Miles Morales,
est un héros qui mérite d'être joué autrement qu'avec le shield, mais néanmoins, vous aviez un nouveau gameplay, une nouvelle façon de jouer avec Miles Morales, et un archétype tout neuf, qui était l'archétype shield, qui était assez fun à jouer. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant, parce que maintenant, ça a complètement changé. C'est pas forcément mauvais en soi, mais FFG ne sort plus d'archétypes, ne sort plus de préconstruits prêts à l'emploi. FFG a changé de politique en fait. Il considère que les acheteurs de son jeu sont des collectionneurs, ont déjà une belle collection, et donc FFG sort de très bonnes cartes, mais des cartes qui viennent s'intégrer dans différents archétypes et dans différentes collections et dans différents héros. Et du coup, on se retrouve avec, je sais pas si vous avez eu le plaisir de jouer avec X23, Magic ou même Bishop, avec leurs préconstruits, avec des choses complètement insortables, des cartes qui sont beaucoup trop reproduites, des cartes qui ne servent à rien, je dis pas que ce sont des mauvaises cartes, mais ce sont des cartes qui ne servent à rien dans le préconstruit tel qu'il vous est présenté. Ce sont vraiment des cartes qui vous sont données en vous disant « Ah mais tiens, je t'ai mis cette carte parce que tu sais que tu vas pouvoir jouer avec technique éprouvée par exemple, et tu vas être content. » Bah oui, mais technique éprouvée, elle n'est pas dans le paquet de Magic par exemple. Donc c'est pas très intéressant de nous donner des cartes qui fonctionneraient avec une carte qui n'est pas fournie. Donc ça, c'est la nouvelle politique d'FFG qui donc, à mon avis, ça va être de pire en pire. Les prochains préconstruits vont être de moins en moins jouables. Et peut-être même que le mode expert va commencer à devenir compliqué. Parce que vous ne serez pas capable de battre les méchants à cause des préconstruits de qualité assez médiocre. Enfin, la dernière raison pour laquelle il faut faire du préconstruit, qui est pour moi la plus importante, c'est que ça change radicalement votre façon de jouer. Si vous avez l'habitude de ne jouer qu'avec des préconstruits, vous ne jouez donc vos héros que d'une seule couleur. Et j'ai deux exemples en tête, mais il doit y en avoir beaucoup d'autres. Prenez par exemple Gambit, qui vient en jaune dans son préconstruit. La façon dont il est construit, et dont le préconstruit est réfléchi en tout cas, Gambit doit rester la plupart du temps en alter ego, ce qui est assez original d'ailleurs, c'est quasiment l'un des seuls héros qui peut faire ça. Mais si vous décidez de le jouer en rouge, ce qui ne nous arrive pas si vous ne jouez que le préconstruit, parce que vous jouez tout le temps en jaune, si vous décidez de le jouer en rouge, vous allez jouer un héros complètement différent, qui sera systématiquement en héros, comme la plupart des héros classiques, et qui va vous donner donc un gameplay très différent. Un autre exemple assez marquant, c'est celui que fait Steve Kimmel avec sa Miss Marvel. Il a un deck dont il parle beaucoup, qui est très fort. Hein. C'est un deck de défense parfaite, l'archétype défense parfaite, dont on parlera à mon avis prochainement, avec Miss Marvel, qui a il l'appelle je crois Never Back Home, ou pardon pour l'anglais, hein, Never Go Home, un truc comme ça. Et en gros l'idée c'est que Miss Marvel, elle est en alter ego tour 1, et puis après elle reste en héros jusqu'à la fin du jeu. C'est intéressant, c'est souvent comme ça que fonctionne la défense parfaite, mais surtout que Miss Marvel a des cartes d'alter ego extrêmement fortes. Elle a 3 soutiens qui font vraiment le café, hein, qui sont des must-have quand on joue Miss Marvel, et en plus, elle a un pouvoir d'alter ego très très fort qui vous permet d'aller chercher une carte de son set, il me semble que c'est ça. Et tout ça, Steve Kimmel choisit de s'en passer en fait, et de rester en héros tout le temps, et ça vous donne un gameplay, encore une fois, avec Miss Marvel, un héros que vous pensez connaître, complètement différent. Donc voilà, ça ce sont les différentes raisons qui à mon avis, me dit qu'il est temps aujourd'hui de sauter le pas, et de passer, outre le préconstruit, de passer au deck building. Donc le sens de cette vidéo, qui sera un peu morcelé, donc si vous voulez aller voir des choses, vous pourrez aller voir en fonction des vidéos, c'est de vous donner les bases essentielles du deck building, pour vous permettre de commencer à vous lancer dans cette aventure dans Marvel Champion. Donc pour faire du deck building, il faut, à mon sens, bien comprendre quelque chose d'essentiel. Le deck building, c'est en fait être en capacité de mettre une carte plutôt qu'une autre. C'est vous qui réfléchissez à la construction de votre deck, au nombre de cartes que vous allez mettre, puisque dans Marvel Champion, vous avez la possibilité d'en mettre de 40 à 50. On verra en fin de vidéo pourquoi il faut absolument en mettre 40 et certainement pas 50. Mais l'idée, c'est de comprendre et de trouver un moyen de comparer les cartes. Et c'est le sens de cette partie de la vidéo, c'est de vous aider à comparer les cartes. Et pour comparer les cartes, il faut regarder deux choses. Quel est le rôle de la carte et quel est son coût? Si vous maîtrisez le rôle de la carte et son coût, vous pourrez comparer cette carte à une autre carte qui fait la même chose
et qui coûte peut-être plus cher, ou une carte qui coûte le même prix, mais qui fait peut-être moins ou plus de choses. Ça vous permettra de savoir pourquoi cette carte doit être privilégiée au détriment d'une autre. Donc on commence tout de suite avec le rôle des cartes. Le rôle des cartes, c'est simple, il y en a deux. C'est la carte sert à payer, ou la carte sert à faire autre chose. Et on viendra expliquer ce que c'est que ce autre chose, mais il faut bien comprendre que dans votre main de héros, qui généralement fait 5 cartes, sauf les Hulk et consorts, seulement 2 cartes vont pouvoir être jouées. Ça veut dire que les autres cartes de votre main vont vous servir à payer vos cartes. Et ça, c'est bien important de le comprendre, parce que la ressource que produit votre carte est presque aussi importante que le rôle qu'elle va jouer. Parce que votre carte, finalement, dans sa vie, dans votre deck, à moins que ce soit une carte essentielle que vous jouez tour 1, quoi qu'il arrive, il y en a, hein, il n'y a pas de débat, si c'est pas cette carte-là, et ben la moitié du temps, même la moitié des parties, elle ne va servir qu'à payer. C'est donc très important de prendre en considération cet aspect. Et la première chose à savoir, c'est que toutes les cartes du jeu ont la capacité de payer quelque chose. Toutes, et non, sauf une, et oui, comme dirait Goscinny, et vous l'avez sous les yeux, c'est la carte Faire front commun, qui est la seule carte du jeu aujourd'hui qui ne peut pas payer quelque chose si sa condition n'est pas remplie. Et oui, si vous n'avez pas d'allié en jeu, cette carte ne vaut rien. Alors elle ne vaut pas absolument rien, puisque par exemple avec Bishop, ça reste une carte ressource, donc ça va pouvoir activer ses différents pouvoirs, mais vous ne pourrez rien payer avec cette carte si vous n'avez pas d'allié. Et c'est la seule carte, en tout cas pour le moment, qui existe en jeu, qui ne peut rien payer. La seule carte, évidemment, qui est défaussable, hein. Je ne parle pas des cartes de héros ou des cartes permanentes, qui c'est pas un sujet, puisque ces cartes n'ont pas vocation à être dépensées. Mais voilà, donc toutes les cartes, pour revenir à ça, ont la capacité donc de générer une ressource, c'est ce qui est marqué en bas à gauche. Ces ressources sont indispensables et importantes à prendre en considération, et vont vous permettre de builder correctement. Parce qu'en fonction de la nature de la ressource, votre deck building peut être influencé. Alors, c'est à la marge, mais bon, on commence par ça, donc il faut quand même en parler. Oui, quand vous jouez agressivité, vous allez avoir majoritairement besoin d'énergie rouge, d'énergie coup de poing. Oui, quand vous jouez justice ou commandement, vous allez avoir majoritairement besoin de ressources bleues, ou des ressources génie, celles qui sont présentes là. Et oui, quand vous jouez défense, protection, vous allez avoir majoritairement besoin de ressources éclairs. Mais pas seulement. Vous avez les héros comme Captain Marvel, Iron Man, qui vont pouvoir reposer sur les énergies éclairs pour pouvoir faire plus de dégâts. Et vous avez par exemple Ironheart qui va, elle, chercher des énergies bleues pour pouvoir progresser plus rapidement. Donc vous voyez, l'énergie que produit votre carte a son importance. Et elle a d'autant plus son importance quand cette carte, qui n'est pas incroyable, mais qui vient de sortir, ça vaut le coup de la voir, quand la carte qui est dessus est une énergie joker. C'est important, ça peut faire une vraie différence. Vous hésitez entre 2 cartes, il y en a une qui est une énergie joker, c'est un vrai plus dans votre deck building. Il faut vraiment le prendre en considération. Bon, là, je vais vous faire une démonstration de toutes les cartes de paiement qui existent, mais qui vont bien sûr au-delà du paiement en tant que carte. Ce sont les cartes que vous allez poser sur votre table qui vont vous permettre de générer plus que la ressource qui est marquée dessus. Alors, on commence par le grand classique, hein, qui est donc une amélioration ou un soutien que vous posez sur votre table, que vous inclinez et qui génère une ressource. Bon là, la pierre de sang, elle est particulière parce qu'elle fait mal. Ça peut marcher dans certains cas de figure, mais voilà, l'idée, vous la comprenez, et vous savez qu'il existe énormément de cartes identiques à celle-ci, et qui fonctionnent comme ça. Vous avez également, toujours au rayon des soutiens, l'amélioration au soutien qui s'incline, mais qui, cette fois, ne génère pas une ressource, mais qui vient diminuer le coût de votre prochaine carte. Alors, il faut bien comprendre que ces cartes ont pour conséquence d'augmenter votre taille de main. C'est pas forcément évident comme ça, mais comme la moitié des cartes que vous avez en main, il n'y a que la moitié des cartes que vous avez en main qui vont pouvoir être jouées, sauf SPDR ou des héros très particuliers, chaque carte posée sur la table qui génère une ressource
permet mécaniquement d'augmenter votre capacité de jouer des cartes en main. Donc voilà, l'exercice de cohésion d'équipe fait la même chose que la carte qu'on a vue précédemment, sauf qu'au lieu de vous donner une ressource, elle diminue le coût. Alors, il y a ses avantages, ses inconvénients, je ne reviendrai pas dessus, vous les voyez assez évidemment. Donc le sorcier suprême, qui est pour certains considéré comme un auto-include, comme ils disent sur la chaîne, pour les mystiques, pareil. Alors en augmentant la taille de main, de 1, vous augmentez mécaniquement votre capacité de ressources et votre capacité à payer. Une carte qui ressemble beaucoup au sorcier suprême et qui est beaucoup plus générale, c'est le Manoir des Avengers, pareil. Augmenter votre taille de main et piocher une carte à chaque tour, c'est la même chose. Voilà, le sens de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer que des cartes qui n'ont pas l'air de faire la même chose font globalement la même chose. Alors oui, à la marge, il y a des différences. Et en effet, c'est important de comprendre ces différences. Mais il faut comparer ce qui est comparable, et bien voir que les choses sont un peu identiques. Là, par exemple, le Manoir des Avengers et le Sorcier Suprême sont des cartes qui font à peu près la même chose, mais qui ne coûtent pas du tout le même prix. Donc déjà, vous pouvez comprendre pourquoi on va privilégier une carte plutôt qu'une autre. Évidemment, le Sorcier Suprême est réservé aux mystiques. Donc évidemment, le Manoir des Avengers est plutôt une carte à mettre quand vous ne pouvez pas mettre le Sorcier Suprême, ou pour rajouter une autre pioche en plus du Sorcier Suprême. Et on a aussi des cartes moins évidentes. Là, je prends l'exemple du Cérébro. Le Cérébro, c'est plutôt un tuteur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il est pensé, puisqu'il vous permet d'aller chercher un X-Men dans tout votre deck si vous avez le trait psionique ou si vous l'avez posé quelque part sur la table. Attention, ça marche aussi si vous avez un allié psionique, c'est important. Mais rien ne dit que l'allié que vous allez chercher n'est finalement pas une ressource, ou même vous voulez jouer l'allié que vous êtes allé chercher, ben vous allez vous servir du reste de votre main pour le payer. Donc dans les faits, le Cérébro est également une pioche, est également un générateur de ressources. C'est aussi, il faut le concevoir comme ça, il faut le comprendre comme ça. Évidemment, il ne fait pas que ça, mais il fait aussi ça. Et c'est ne pas se servir de son Cérébro à chaque tour, même si vous n'avez pas envie de payer un allié, c'est une erreur. C'est une erreur parce que clairement, vous manquez à l'économie de votre partie. Vous avez enfin des événements. Et oui, puisqu'il y a des événements qui vont générer des ressources. Alors là, vous êtes devant les yeux, ça n'a pas l'air comme ça, mais là, quasi la seule triple ressource du jeu qui est accessible à tous les héros. Alors oui, il y a des grosses conditions de mise en place, il faut pouvoir s'incliner, il faut être en alter ego, mais in fine, vous jouez méditation, c'est comme si vous aviez joué une triple ressource, puisque vous payez 3 de moins sur la prochaine carte que vous allez jouer. Donc voilà, ça sont les différents moyens de paiement, en fait, les différentes façons de payer qui existent en jeu, et c'est important de bien le comprendre, évidemment. Donc maintenant qu'on a vu qu'une carte pouvait payer quelque chose, on va voir quelles sont les options qui nous sont offertes avec nos cartes. Une carte peut, vous l'avez deviné, elle peut attaquer ou faire des dégâts. Ça n'est pas la même chose. Si vous ne connaissez pas la différence, je vous invite à aller lire les règles, et notamment l'importance que ça revêt entre une attaque et des dégâts directs, notamment pour les effets de statut sonnés et les sbires gardes, par exemple. Une carte peut contrer ou retirer de la manigance. Bon, comme pour l'attaque, c'est les deux choses essentielles à comprendre dans le jeu. Ensuite, une carte peut soigner. Alors, il faut bien comprendre le soin dans sa globalité. Moi, ce que j'appelle le soin, c'est évidemment le fait de récupérer des PV, mais c'est aussi s'empêcher d'en perdre. Pour moi, une carte défensive, qui va vous empêcher de prendre X dégâts, est une carte de soin par anticipation. Les dégâts que vous ne prenez pas ne sont pas des dégâts que vous devez soigner. Donc pour moi, les soins et la défense sont une seule et même chose. Donc le soin est vraiment à prendre dans son aspect le plus général. Vous allez avoir le contrôle. Alors les cartes peuvent mettre du contrôle sur la table. Le contrôle, c'est aussi à prendre de manière très vaste. Il va y avoir le contrôle en jeu. Donc mettre une carte d'état sur un héros ou sur un adversaire. Il va y avoir le contrôle sur le deck du vilain, notamment en empêchant certaines cartes traîtrises de se révéler, ou en empêchant n'importe quelle carte rencontre d'ailleurs, l'arrivée de sbires ou ce genre de choses. Vous allez avoir les cartes qui vous permettent d'augmenter votre taille d'allié, le Triskelion, le Utopia ou ce genre de choses. Et enfin, vous allez avoir les cartes qu'on appelle tuteurs, qui vous permettent d'aller chercher des cartes
dans votre deck. Et de les ramener en main ou de les ramener dans votre deck de votre défausse depuis votre deck de manière un peu moins efficace. Donc tout ça, ça constitue du contrôle. Ce sont les cartes pas les plus importantes, mais en tout cas les plus fortes du jeu. Ce sont pas les plus importantes parce qu'elles sont trop rares en fait. Vous allez avoir des héros où il n'y en a pas du tout, et que comme c'est des cartes qui sont essentiellement réservées aux cartes signatures. Là vous avez sous les yeux une carte qui n'est pas une carte signature, mais qui n'est pas très bonne parce qu'elle coûte très cher. Le contrôle est souvent réservé à des héros qui ont déjà un kit qui leur permet de contrôler. Sinon, c'est extrêmement compliqué de construire un archétype qui vous permettra de mettre du contrôle. Exception faite peut-être des cartes d'état. Là, il y a des archétypes qui vous permettent de mettre de l'état, mais pour ce qui est du tutoring ou du contre sur les cartes rencontres ou sur les traîtrises, c'est assez rare et c'est assez compliqué à mettre en place. Enfin, la dernière chose que peut faire une carte, c'est ce qu'on appelle l'untap, se redresser. Et c'est une chose particulièrement importante parce qu'il faut considérer ça comme un reset de votre tour. Puisque, alors évidemment, certains héros n'ont pas des compétences de base très fortes, donc se redresser n'a que peu d'importance. Mais pour d'autres, pour beaucoup de héros, se redresser, c'est quasiment recommencer un tour à zéro. Et c'est très important d'avoir une solution pour se redresser dans le jeu. Vous l'avez remarqué, parmi toutes ces cartes, je n'ai pas mentionné les alliés. Alors pourquoi j'ai pas mentionné les alliés? Parce que les alliés, pour moi, rentrent dans ces catégories. En fait, un allié, quand vous le regardez à la marge, c'est des dégâts, c'est du contre, c'est du soin. Parce qu'un allié va pouvoir attaquer, va pouvoir contrer, et va pouvoir prendre des dégâts pour vous, et donc vous soigner d'autant de dégâts qu'il vous aura évité. Mais certains alliés, ça peut aussi être du contrôle, Mockingbird qui rend des Keystone par exemple, et ça peut aussi être de l'untap. Je pense à Peter Parker, l'allié Web Warrior, qui quand s'active redresse un Web Warrior, donc vous en l'occurrence. Donc voilà pourquoi les alliés ne sont pas dans une des catégories à part, puisque pour moi elles représentent toutes ces catégories. Maintenant, une fois qu'on a vu le rôle, et ce sont des choses qui semblent assez évidentes quand on les regarde, je prends un exemple un peu particulier, c'est ces deux cartes. C'est ces deux cartes parce que ça vous montre qu'en fait le rôle des cartes n'est pas toujours évident. Quand on regarde la carte travail d'équipe qui nous dit que quand vous utilisez le pouvoir de contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base, vous inclinez un allié que vous contrôlez et vous ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. On a l'impression, quand on lit cette carte, que c'est une carte d'attaque ou une carte de contre. Il n'en est rien, c'est une carte de soin. Les deux cartes sont mises côte à côte car elles font, à mon sens, exactement la même chose. Elles soignent. Pourquoi? Parce que un héros qui s'incline pour attaquer ou pour contrer et un allié qui s'incline pour attaquer ou pour contrer, il n'a pas besoin de carte pour le faire. Ça, il l'a en natif. Donc, qu'est-ce que va apporter comme plus-value le travail d'équipe? Et le travail d'équipe va apporter une plus-value essentielle, c'est que votre allié ne va pas prendre de dégâts consécutifs. Vous aurez donc soigné votre allié de 1 en utilisant cette carte. Cette carte est très bonne, mais évidemment, quand vous la comparez à Nous sommes unis, elle est beaucoup moins forte. Elle est beaucoup moins forte parce que Nous sommes unis va nous permettre de le soigner, mais ne va pas nous obliger à faire exactement la même chose que notre héros. Et ça va quand même apporter une variété dans notre jeu beaucoup plus importante. C'est pour ça que Nous sommes unis a une restriction, puisqu'en effet, Nous sommes unis ne peut être joué que si votre identité a le trait Avenger. Évidemment, toutes les cartes, on y viendra après, mais toutes les cartes qui ont un trait spécifique sont un peu plus fortes que les cartes qui n'en ont pas. C'est pour ça qu'ici on voit une nette différence entre les deux cartes. Alors évidemment, on peut tout à fait expliquer que le travail d'équipe a la possibilité de nous éviter une riposte par exemple. On peut expliquer que le travail d'équipe va nous permettre de faire une grosse attaque qui va nous permettre peut-être de passer un cap de dégâts qui doit être franchi. On est d'accord, je ne dis pas que le travail d'équipe est forcément moins bien que Nous sommes unis, mais il y a beaucoup de situations où Nous sommes unis sera meilleur. Voilà, ça c'est un exemple pas évident, qui montre que des cartes qui ont l'air de faire des choses complètement différentes font en fait la même chose. C'est pour ça qu'il est important de bien pouvoir lire les cartes et pour pouvoir les comparer, et pour pouvoir voir laquelle carte vous devez privilégier au détriment de l'autre. Voilà. Maintenant, on va aborder une chose indispensable, qui est le coût de la carte. Bon, maintenant qu'on a vu quel était le rôle des cartes, on va pouvoir aborder un aspect, l'autre aspect qui permet de comparer les cartes entre elles, c'est leur coût. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile,
une carte, son coût, c'est ce qui est marqué en haut à gauche. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai puisque quand vous devez payer 4 Black Panther, par exemple, qui est sous vos yeux, en réalité, vous payez 5. Et oui, puisque Black Panther est dans votre main, et comme notre main est limitée et remise à niveau à chaque tour, vous êtes obligé d'utiliser votre main aussi, de considérer votre main comme une limite à vos ressources. Donc quand vous dépensez une carte de votre main, c'est une ressource en moins, on l'a vu, une ressource en moins que vous pourrez dépenser. Donc quand vous payez Black Panther pour 5, vous payez pour 4, pardon, vous payez Black Panther en réalité pour 5. C'est ce qu'on appelle les ressources effectives. Alors sur internet, sur MCDB notamment, ils appellent ça les ER, en anglais Effective Resource. Mais c'est ça l'idée, c'est que il faut bien comprendre que la carte de votre main vaut quelque chose. Une carte qui vaut 0, comme on a vu, là, bon, là c'est particulier parce que c'est une carte ressource, bon, on va voir une autre, c'est là, nous sommes unis, est en fait une carte en effective ressource qui vaut 1. Elle vaut 1 parce qu'elle vous déleste d'une ressource de votre main. Donc c'est important à le prendre en considération. Et ça donne une visibilité assez différente à certaines cartes. Prenez par exemple Gueldor. Gueldor, il est deux choses à la fois. Il est à la fois un tuteur et à la fois une réduction de coût sur sa carte. Puisqu'en effet, Gueldor a la capacité de pouvoir être joué depuis notre défausse. Donc, première condition à remplir, parce que c'est pas systématique, il faut que Gueldor soit dans notre défausse. Relativement facile à faire, il suffit de l'utiliser pour dépenser quelque chose. Mais après, quand vous payez Gueldor, en effective ressources, il ne coûte que 4 et pas 5, contrairement à Black Panther, parce que lui ne vient pas vous consommer sa propre carte, puisqu'il sort directement depuis votre défausse. Et en plus, et ça c'est extrêmement fort, vous pouvez jouer Gueldor à n'importe quel moment. C'est un tuteur absolu d'alliés. C'est une carte qui est souvent négligée, mais qui par exemple, je ne sais pas si vous avez essayé Bishop dernièrement, mais Bishop vous vous retrouvez souvent avec énormément d'énergie. Moi c'est un auto-include pour Bishop, parce que de savoir que Gueldor est dans ma défausse, quand j'ai trop d'énergie en main, que je sais pas quoi en faire, paf, j'achète Gueldor et je le fais venir. Et c'est un peu compliqué à jouer cette carte parce que souvent on oublie que Gueldor est dans notre défausse tout simplement, et donc ça marche pas toujours. Mais voilà, c'est important de bien comprendre que Gueldor est en fait un allié qui vaut 1 de moins par rapport à ce que coûterait un allié qui vaut 4 habituellement. Black Panther n'a pas été sélectionné au hasard, parce que Black Panther va avoir la particularité également de faire baisser le coût, pas de Black Panther du coup, mais d'une carte, la carte qu'il fait venir sous lui. En effet, quand on joue Black Panther, quand Black Panther entre en jeu, on choisit un événement commandement de notre pile de défausse, donc encore là il y a une condition à remplir, il faut que l'événement qu'on cherche soit dans notre pile de défausse, il faut qu'il soit bleu aussi, c'est important, mais l'événement qui est placé sous Black Panther peut être joué comme s'il était dans notre main. Donc ça veut dire que virtuellement, notre main a augmenté de 1. Donc virtuellement, le coût de la carte qui est placée sous Black Panther, en effective ressource, ne coûtera que sa valeur imprimée, et pas la valeur imprimée plus la valeur de sa carte à proprement parler. Donc c'est vraiment important de bien voir la différence qui existe entre le coût qui est marqué et le coût effectif d'une carte. Sinon, vous ne pourrez pas les comparer. Vous ne pouvez pas comparer Gueldor et Black Panther en disant « Ah, mais pourtant, oui, c'est intéressant, je n'avais pas vu, mais ils font exactement la même chose et exactement le même nombre de PV. » Mais si on s'arrête juste au stade pur, évidemment, Black Panther fait plein d'autres choses, mais si on s'arrête juste au stade pur, là, on a Gueldor qui est beaucoup plus fort que Black Panther, puisque Gueldor vaut en effective ressource 1 de moins. Évidemment, cette comparaison n'a pas lieu d'être, puisqu'on, vous l'avez compris, Black Panther sert surtout à aller nous chercher une amélioration. Donc voilà, c'est important de bien comprendre la différence qui existe entre le coût de chacune des cartes, et surtout ne pas s'arrêter à la valeur inscrite en haut de la carte. Et c'est vraiment important de faire cette différence. Une fois qu'on a bien compris le rôle de chacune des cartes et leur coût, on peut commencer à comparer. Et là, je vous ai préparé des éléments de comparaison assez intéressants. Alors, vraiment le plus évident, c'est celui sur les dégâts. Celui sur les dégâts, c'est simple, c'est la boîte de base. La boîte de base, c'est le Haymaker. Vous avez l'Uppercut et vous avez le coup de pied en balancier. Alors pour ceux qui cherchent le coup de pied en balancier, c'est une carte signature de Spider-Man qui est dans le corset. Alors j'ai pris ces 3 cartes parce qu'elles font
exactement la même chose. Alors ça a l'air rien comme ça, mais c'est pas évident de trouver dans le jeu des cartes qui font exactement la même chose. Là, c'est pas compliqué, c'est pas des cartes très, très intelligentes, ce sont des cartes qui font des dégâts et rien d'autre. Elles attaquent en faisant des dégâts, point barre. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons une carte basique, nous avons une carte d'affinité et nous avons une carte signature. Et ça va nous permettre de comparer et de nous donner un barème d'évaluation du dégât dans Marvel Champion. On verra que pour le contre, j'ai essayé de vous le faire, c'est un peu plus compliqué, parce que là pour le coup des cartes de contre pur, il n'y en a pas. Il y en a quelques-unes en basique, mais sinon il y en a très peu. Mais quand on regarde le Haymaker, pour 3 ressources effectives, il fait 3 dégâts. Donc le rendement du Haymaker, c'est pour une ressource, vous faites 1 dégât. Ok, jusque-là tout va bien. On prend l'Uppercut. L'Uppercut, pour 4 ressources effectives, vous faites 5 dégâts. Donc, par ressource effective, vous faites 1,25 dégâts. Donc, il n'y a pas de débat entre l'Uppercut et le Haymaker. L'Uppercut est meilleur. Évidemment, la différence, vous la comprenez, c'est que le Haymaker a la possibilité d'être mis dans n'importe quel deck, alors que l'Uppercut, vous êtes obligé de jouer en agressivité. Mais, si vous jouez en agressivité, que vous voulez mettre du dégât, déjà si vous en êtes au point de mettre un uppercut, c'est qu'il y a déjà un problème, mais alors si vous mettez les makers, c'est n'importe quoi. Là, vous pouvez pas concevoir de jouer ces 2 cartes dans un deck rouge, c'est pas possible. Et enfin, vous avez le coup de pied en balancier, alors là c'est la restriction ultime, parce que cette carte est réservée à Spider-Man, mais là on a un autre barème d'évaluation, puisque cette fois pour 4 ressources effectives, on fait 8 dégâts. Le rendement est donc de 2 pour une ressource effective. Alors c'est intéressant que vous gardiez en tête ce barème, parce que ça va vous permettre d'avoir une évaluation assez efficace des dégâts. C'est plus dur pour le contre, encore une fois, mais pour les dégâts c'est assez efficace. Une évaluation de ce que coûtent des dégâts en jeu en fonction de la couleur de la carte. Car si c'est une carte basique, évidemment, elle fera moins de dégâts. Si c'est une carte d'affinité, elle en fera un peu plus. Et si c'est une carte signature, ce sera encore plus fort. C'est important d'avoir cette comparaison. Donc de 1, 1,25, 2. Et donc c'est important de bien comprendre la différence. Pour le contre, j'ai été chercher des cartes un peu... Je me suis un peu creusé la tête, c'est pas facile. On a le contre simple, il existe, à la rescousse, qui est un peu une carte quasiment insortable. Moi je la sors avec Miss Marvel quand je joue pas en jaune, parce que Miss Marvel a la possibilité d'augmenter de 2 l'événement, donc ça fait un 2 pour 4, mais bon, c'est pas incroyable, les événements Miss Marvel sont meilleurs. Mais voilà, donc pour 3 ressources effectives, à la rescousse vous permet d'enlever 2 menaces d'une manigance. Le rendement cette fois est moins bon, on passe moins bon que l'attaque, mais ça faut bien l'avoir en tête, hein, l'attaque coûte toujours moins cher que le contre. Ils estiment dans le jeu que le contre est quelque chose de plus important que l'attaque. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Donc là, le rendement, c'est pour une ressource, vous retirez 0,66 menaces. Pour la justice, alors ouais, vous allez me dire, ouais, pour la justice, on peut augmenter de 1 le contre fait par cette carte en payant une énergie bleue. Mais si on s'arrête sans la restriction, on retire pour 3 énergies effectives, pour 3 énergies effectives, on retire 3 menaces d'une manigance. Donc on est à un rendement qui est déjà supérieur à la carte qu'on a vue avant, parce qu'on a un rendement de 1. Pour une ressource, vous retirez une menace. Évidemment, vous avez la possibilité, on peut mettre plus, de faire un petit peu mieux que ce rendement si vous payez et on va rentrer la condition. Mais j'ai pris cette carte parce que ça me permet de la comparer avec une autre carte héros, qui est ce balancé du deck de Miles Morales, qui pour 2, vous retirez 4 menaces d'une manigance, donc le rendement cette fois est 1,33, donc c'est pour une ressource, vous retirez une menace 33, c'est pas des chiffres ronds, mais vous comprendrez quand même l'intérêt. Et j'ai pris ce balancé parce qu'elle a l'intérêt d'avoir aussi la restriction de l'énergie bleue qui vous permet de faire un petit bonus en plus. Alors si vous connaissez le pouvoir de Miles Morales, vous savez que camouflage de l'araignée, je crois que c'est tenace, désorienté. C'est assez solide, hein. Mais pourquoi je m'amuse à faire ces comparaisons? Parce que ça vous permet d'arriver à une conclusion évidente, dont on a parlé en début de vidéo. Il n'y a aucun débat. La carte basique est toujours moins forte que la carte d'affinité, qui est toujours moins forte que la carte de héros. Et ça nous amène à une conclusion essentielle. Il y a 15 cartes de héros dans tous vos decks. Toujours. Ce sera toujours le cas.
Bon, peut-être qu'ils sortiront des héros avec plus de cartes un jour, ça arrivera peut-être. Mais la base, c'est ça. Vous avez entre 40 et 50 cartes. Le débat ne se pose même pas. Si vous passez à 50 cartes, vous diluez mécaniquement les 15 cartes de héros. Et comme les 15 cartes de héros sont les meilleures cartes de votre deck, quoi qu'il arrive, il est indispensable de toujours essayer de s'approcher au maximum de 40 cartes pour pouvoir privilégier toujours vos cartes de héros. Et ça, c'est vraiment un problème qu'ont les deck builders. Moi, je l'ai eu au début, c'est normal. C'est de privilégier d'abord les cartes de son archétype avant de privilégier ses cartes de héros. Alors évidemment, dans certains cas, ça peut se comprendre. Mais quand on voit les comparaisons que je viens de faire, il n'y a pas de débat. Il faut toujours privilégier la carte de héros au détriment des autres cartes. Et donc il faut construire un deck de façon à ce que ces cartes héros sortent en priorité et ne soient pas trop diluées dans le deck. Alors moi je vous dis ça, évidemment dans mes decks que je construis, j'arrive rarement à 40 cartes. Alors j'arrive à 40 cartes quand le deck est publié sur MCDB, mais avant d'être publié, il en fait 42-43. Parce que je me demande, est-ce qu'il faut que je mette 3 événements, il faut que j'en mette 2, est-ce qu'il faut que je mette ce soutien en double parce que je le veux absolument, vous voyez, ce genre de choses. Et donc du coup ça demande un peu de gameplay pour le peaufiner. Donc moi mon conseil quand vous deck buildez, c'est d'avoir pour objectif les 40 cartes, mais pas forcément de partir à 40. Commencez à 42, 43. Si vous êtes à 45, c'est déjà trop, et au-delà, c'est même pas envisageable. Mais voilà, n'hésitez pas à aller un peu au-delà de 40 pour pouvoir affiner un peu votre deck au fur et à mesure du jeu et des avancées. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. On a vu donc les différentes façons de comparer les cartes et d'évaluer leurs fonctions et leurs coûts surtout. Et on a vu aussi l'importance et la hiérarchie évidente qui existe entre les cartes basiques, les cartes d'affinité et les cartes de héros. Ce qui doit vous permettre normalement de construire efficacement un deck. Maintenant, pour se lancer dans le deck building, j'aurais un dernier conseil. C'est vraiment un conseil pour les débutants. Hein, si vous êtes un peu plus habitué au deck building, vous pouvez passer outre. Je vous conseille de vous attarder d'abord sur les faiblesses et les forces de votre personnage. Les faiblesses et les forces de son personnage ne se limitent pas à sa feuille de stats. Un héros qui n'a pas beaucoup de cartes de contre, même s'il a un très beau contre, n'est pas un super contreur. Un héros qui a une très bonne attaque de base, mais qui va s'incliner pour faire autre chose qu'attaquer, ne va pas être un très bon attaquant s'il n'a pas beaucoup d'événements attaque. Donc ça, ce sont des événements à bien comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de votre personnage, et de choisir l'affinité de votre deck building en fonction de ses faiblesses et ses forces. Quand vous jouez en solo, il faut absolument que vous équilibriez votre personnage, parce qu'il n'y a personne qui pourra faire le travail que vous ne pouvez pas faire à votre place. Donc en solo, il faut absolument compenser vos faiblesses. En multi, c'est différent. Vous pouvez jouer de manière équilibrée si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi choisir d'accentuer vos forces. Si vous êtes un très bon contreur, vous jouez en jaune. Si vous tapez déjà très fort, jouez en rouge. Je déconseille, mais ça c'est à vous de voir, je déconseille vraiment au début, en tout cas le deck building en vert, parce que c'est à mon sens ce qui apporte le plus de qualité au deck building, c'est cette couleur là. Vraiment beaucoup de deck builders le pensent, et moi le premier. Les archétypes à jouer sont les plus sympas, mais il y a plusieurs raisons qui sont assez limitatives. C'est d'une part il est assez complexe, donc pour bien le maîtriser ça nécessite une très bonne connaissance du jeu et du deck building, et surtout elle est assez onéreuse parce que la quantité de cartes et la qualité de la collection que vous devez avoir pour jouer un archétype vert de qualité est assez importante. Donc si vous n'avez pas toute la collection, ça peut être compliqué de deck builder en vert. Après, vous êtes libre de tenter le coup quand même. Voilà. Le degré, nous ce qu'on essaiera de vous enseigner par la suite, c'est plus l'archétype, donc ça va un peu au-delà de ce deck building basique qui consiste à voir les forces et les faiblesses de son personnage, puisque le principe d'un archétype c'est de pouvoir être transposé à n'importe quel héros. Alors vous verrez qu'en fonction du héros c'est pas forcément efficace, mais bon, ça a le mérite quand même d'être normalement transposable. Et oui, si vous voulez jouer, bon, à part Adam Warlock qui est un peu compliqué, mais vous verrez, moi peut-être que quelques petits archétypes qui fonctionnent aussi avec Adam Warlock. Normalement, peu importe ses faiblesses et ses forces, ces archétypes sont censés fonctionner avec tous les héros. Du coup, je vous propose pour la prochaine vidéo comme archétype de faire ce qui s'appelle les super alliés, qui consiste à monter au maximum les statistiques de ces alliés de façon à ce que ce soit eux qui fassent votre travail à votre place.
Et voilà, si vous voulez participer à la vidéo, je vous invite à me donner le héros que vous avez choisi comme démonstration pour qu'on ne fasse pas les mêmes. Et si vous ne savez pas ce que c'est que l'archétype super allié, puisqu'on va l'expliquer à la prochaine vidéo, et que vous voulez quand même participer et nous montrer un exemple de deck building, je vous invite à communiquer avec moi sur le Discord pour que je vous donne quelques précisions sur le sujet. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt, et puis hâte de voir si cette aventure fonctionnera.